Depuis le 12 août, très exactement, il pleut 2 fois plus que la moyenne en Indre-et-Loire et les températures sont dignes d'un début d'automne. Sur le camping Tour Val-de-Loire à Saint-Avertin, les touristes n'étaient donc pas franchement les uns sur les autres cet été. Certes, les camping-caristes ont maintenu leurs réservations, mais la durée de leur séjour s'est raccourcie. On est quand même sur du court séjour nous ici, donc on est sur 2 ou 3 nuits, mais là ça c'est donc de par la météo ça a été plutôt une nuit, voire 2 nuits vraiment quand on a eu la chance d'avoir le soleil le matin. Donc par contre nous au niveau des chalets, donc on a eu par exemple des gens qui arrivaient en vélo, qui avaient prévu de dormir en tente, mais qui finalement au vu des conditions météo passaient la nuit en chalet. Donc ça c'était plutôt un bon point pour nous. Avec un déficit de 30% côté ensoleillement en Indre-et-Loire et une moyenne de 21 degrés côté thermomètre, les touristes se sont repliés sur les châteaux. Exemple à Langeais, où l'on a dépassé le seuil des 800 entrées jour, les jours de pluie. À partir du moment où la météo n'est pas très clémente, les visiteurs cherchent un petit peu un refuge. Donc c'est vrai que le château de Langeais étant réputé pour ses collections, ses intérieurs, on a toujours les jours de pluie, on va dire une fréquentation un petit peu en hausse, puis les visiteurs nous le disent eux-mêmes, on n'a pas pu faire tel parc ou tel jardin parce qu'il pleut trop. Donc voilà, on a choisi de visiter le château de Langeais. Résultat, belle affluence côté visite guidée et donc un beau succès pour l'exposition de costumes. La boutique du château a également bénéficié de cette météo automnale car c'est devant les souvenirs que les touristes se sont abrités cet été. La saison estivale 2014 est un bon cru pour l'aéroport de Tours qui a enregistré en juillet une hausse de 10% de la fréquentation par rapport à juillet 2013. Ainsi, ce sont 106 300 passagers qui ont embarqué ou débarqué ici. Conséquence de ces bons chiffres, de nouvelles destinations pourraient être proposées. Il serait question notamment de l'Espagne, des Baléares, de la Tunisie ou encore de l'Europe de l'Est. Chinon a pris samedi la machine à remonter le temps à l'occasion du marché à l'ancienne. Retour en 1967 pour passer le certificat d'études. On sait que ça compte pour rien, mais bon, on a toujours une petite appréhension de ne pas faire de fautes, de faire le mieux possible. Comme au temps où on avait 14 ans, pareil. Marie-Claire a passé son certificat en 1961 et avant de repasser l'épreuve, elle se fait du souci. Je n'ai jamais retouché un porte-plume depuis mes 14 ans. On a tellement l'habitude du stylo à billes, et ce n'est pas du tout pareil. Mais bon, on verra, on fera peut-être des pâtés. À vos porte-plumes donc, l'instituteur annonce la couleur. Il va y avoir 5 épreuves, les épreuves habituelles du certificat d'études, à savoir la dictée, les questions de dictée et d'orthographe, du calcul mental et histoire-géographie. Puis chacun planche de façon plus ou moins sérieuse. Il y a les appliqués. Puis en gros, en titre, avec des pleins et des déliés, vous mettez dictée. Les copieurs et autres tricheurs. 12,50 ce matin, 8,25. 200 €. Et les dissipés. Jamais celui des filles. Voilà comment... Finalement, c'est peut-être dans le public qu'on joue le plus le jeu. Je pense que la dictée s'est bien passée. La première partie du calcul était catastrophique. Par contre, la deuxième partie un petit peu mieux. Et puis l'histoire mitigée, on va dire. Globalement, vous l'auriez eu ce certificat d'études en 67 Comme j'ai eu mon bac avec la moyenne. Puis à l'issue des épreuves, le classement est établi. C'est cette année la malicieuse Paulette qui obtient le bonnet d'âne. Disons que j'ai forcé un petit peu. Il faut bien qu'il y en ait un qui l'ait, le bonnet d'âne. Mais après l'effort, le réconfort, elle n'est pas venue les mains vides. Des haricots dans ma gamelle et un oignon. Les gens dans le temps, beaucoup de gens ne mangeaient au repas qu'un oignon avec du pain. Rangé blouse, coiffe et porte-plume, il est temps de revenir en 2014, du moins jusqu'à l'année prochaine. C'est la reprise pour le TVB. 4 mois après le titre de champion de France remporté face à Paris, la plupart des joueurs ont retrouvé la Touraine pour la traditionnelle présentation de l'équipe à la guinguette de Roche-Corbon. Et si l'année dernière seulement 2 joueurs étaient présents, cette fois les volleyeurs tourangeaux étaient au nombre de 8 pour le plus grand plaisir de leur entraîneur Mauricio Paes, qui plus est après de 2 mois de la reprise du championnat.
C'est une chance de pouvoir travailler cette année un peu plus en tranquillité, en sachant qu'en plus après, la saison va être très très dense. On a un championnat vraiment très intéressant, on a une Ligue des Champions. Mais on a un peu de temps pour préparer cette année, à part que 3 joueurs importants de l'équipe ne sont pas là. Et en effet, Nicolas, Kevin Hülkenberg et David Smith sont tous les 3 au championnat du monde. En ce qui concerne Philippe Collins, c'est bien plus compliqué. L'Allemand pourrait être suspendu 1 an pour avoir par 3 fois manqué à ses obligations de joueur de haut niveau, à savoir être localisable en cas de contrôle inopiné. En attendant le retour, Mauricio Paes va pouvoir s'appuyer sur ses recrues, Bartos, Bazin, mais surtout Oleg Antonov, arrivé tout droit d'Italie et qui a posé ses valises en France il y a seulement 2 jours. La première impression est vraiment géniale. Je n'ai pas hésité une seconde pour venir jouer à Tours. Je suis très content. Maintenant, j'espère qu'on fera une bonne saison. C'est un garçon qui a un potentiel énorme et qui n'est pas aussi vieux que ça. Et qui va faire beaucoup de bien à l'équipe. C'est un très gros attaquant, un gros serveur. Le TVB a 4 semaines pour se préparer pour le premier tournoi amical à Saint-Nazaire les 26 et 27 septembre. Le premier match officiel sera lui le 14 octobre avec la Supercoupe contre Paris avant la reprise du championnat le 18.